Merci beaucoup, Dr Jaiden. Je remercie tous les présents ici. Alors, Dr Jaiden, je me suis permise de changer le titre et j'ai mis traitement systémique dans les cancers de la vessie parce qu'il n'y aura pas que de la chimiothérapie. Donc, je vais vous parler du traitement systémique du cancer de la vessie. Ça va changer un peu chirurgie, voie d'abord, curage, ganglion. Ça va être du IB et du AP, mais on va essayer de simplifier tout ça et n'hésitez pas à me poser toutes les questions. Je passe la nuit ici aujourd'hui, donc je ne suis pas pressée. Même si vous êtes fatigué, je sais, je vais essayer d'aller vite. Donc, c'est un peu, quand on regarde un peu l'épidémiologie, que ce soit dans Globocan ou le registre du cancer, même si on n'a pas de données récentes, mais ce qu'on a, c'est que ça devient de plus en plus alarmant, cette épidémiologie du cancer de la vessie. Et c'est vraiment le top 10, dans le top 10 des cancers les plus fréquents par le monde. Et ça représente 2,1% de tous les décès par cancer. Et en Tunisie, c'est vrai qu'on a les registres 2010-2014, mais je ne sais pas ce qui se passe à Sousse et à Sfax, mais je sais qu'à Tunis, tous les services d'urologie sont dépassés et ils ont du mal à mettre dans leur programme les cancers de la vessie. On en voit de plus en plus, je pense que c'est le tabac et les pesticides. On voit de plus en plus de jeunes qui fument et donc de plus en plus de vessie, de plus en plus de cancers de la vessie, y compris chez la femme. Les principaux types histologiques chez nous en Tunisie, c'est le carcinome urothelial et transitionnel, très peu d'épidermoïdes, comme on en voit en Égypte ou ailleurs où il y a la bilharziose. L'histoire naturelle, je pense que vous l'avez vu. Alors, il y a 30% de tumeurs infiltrant le muscle. Malheureusement, on a 5 à 10% qui vont évoluer vers un cancer métastatique avec un pronostic quand même qui est assez effroyable et une médiane de survie dans la littérature qui ne dépasse pas les 1 an. L'histologie binomère entre carcinome urothélial, donc la forme commune versus les formes non urothéliales telles que neuroendocrine, épidermoïde, c'est du has-been désormais, c'est dépassé. Maintenant, on passe à la classification moléculaire. Et vous voyez que c'est très hétérogène entre un carcinome urothélial luminal papillaire et un carcinome neuroendocrine. Eh bien, ce n'est pas du tout la même chose sur le plan génétique, sur le plan biologie moléculaire. Et vous imaginez très bien que ça devrait avoir logiquement une conséquence sur la réponse thérapeutique et sur le pronostic. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cancer de la vessie, c'est un cancer très immunogène. Vous savez que l'immunothérapie, ça a été développé initialement dans le mélanome et dans le poumon. Et bien, vous voyez que la vessie, finalement, c'est pas très loin. Elle est vraiment tout derrière. Ça vient exactement derrière, juste après le mélanome et le poumon, pour vous dire l'intérêt de l'immunothérapie dans le cancer de la vessie. Quand on regarde les recommandations de l'AFU ou les NCCN 2018-2020, c'est pas loin, hein, 2020 c'est 5 ans en arrière, on voit qu'en première ligne et en deuxième ligne, pratiquement, on n'a que la cisplatine, que la chimiothérapie à base de cisplatine en première ligne. En deuxième ligne, c'est des chimiothérapies, un peu, chacun fait sa sauce, un peu de taxane, un peu de Gemzar. Et puis on voit un peu, très timidement, en deuxième ligne, on a une immunothérapie qui est le pembrolizumab. Je vous rappelle que la cisplatine, c'est toujours la drogue princeps dans le traitement du cancer de la vessie et ça date de 1978. Ça a presque mon âge. Je ne vous dirai pas mon âge, mais ça a presque mon âge. Donc c'est vieux, mais ça reste la drogue primordiale dans le cancer de la vessie. Et les choses ont changé, en fait, et on commence à avoir plus d'anticorps conjugués en deuxième ligne, plus de thérapie ciblée en deuxième ligne. Vous allez voir, on a de plus en plus d'immunothérapie aussi en première ligne et en maintenance. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer tout au long de ce topo. Alors, pour le cancer de la vessie métastatique, la prise en charge... Première question qu'on doit se poser, c'est l'état général du patient déjà, parce que c'est un patient qui est en mauvais état général, c'est-à-dire ESOC 3 et 4, c'est un patient qui est cloué au lit, plus de la moitié de son temps, ou carrément au lit, qui ne bouge pas du tout. Je pense que ça ne sert à rien de le traiter, il faut le confier aux soins de support. Par contre, un patient qui est en bon état général, avec un ESOC 0,1, c'est-à-dire peu de symptômes qui sont liés à la maladie, là, ça vaut le coup de le traiter. On peut lui proposer un traitement. Deuxième question primordiale, est-ce que ce patient est éligible aux cisplatines ou pas? S'il est éligible aux cisplatines, forcément, on va lui proposer une chimiothérapie à base de cisplatine, qui va être le MVAC dose-dense ou la gemcitabine cisplatine. S'il est inéligible aux cisplatines, on va remplacer la cisplatine par la carboplatine ou on va faire de l'immunothérapie. Sachant qu'il est vrai qu'on dit que la carboplatine fait moins bien que la cisplatine, mais il faut savoir que, pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au traitement trimodal, c'est un problème de cohorte et on n'a pas la même cohorte qui reçoit la carboplatine ou celle qui reçoit la cisplatine.
c'est des patients qui sont plus fatigués, c'est des patients avec une clairance inférieure à 60. Donc, c'est pour ça que peut-être on n'a pas les mêmes résultats. Après, il ne faut pas oublier que la carboplatine, ça entraîne beaucoup de thrombopénie. Donc, on est ramené à arrêter le traitement, à espacer les cures très souvent. Et les patients n'arrivent pas jusqu'au bout de leur traitement. Et il y a carrément les patients qui sont inéligibles au sel de platine, carrément. C'est-à-dire et à la carboplatine et au cisplatine. Ces patients-là, eh ben, on va ou leur proposer rien du tout, ou alors proposer une monothérapie, sachant que les résultats ne sont pas fameux. Et quand on regarde un peu le taux de réponse dans la littérature, on voit que les protocoles, ils se valent à peu près tous. Hein. Eh ben, le roi des protocoles, c'est le MVAC et la gemcitabine cisplatine. Et surtout, on a ce qu'on voit ici, c'est vraiment le taux de réponse à 64% pour le MVAC dose dense, mais c'est un protocole qui est quand même assez toxique en situation métastatique. On va surtout le proposer pour des patients jeunes qui sont en bon état général. C'est un protocole qu'on réserve surtout pour le néoadjuvant. Par contre, pour ce qui est du MVAC et de la gemcitabine cisplatine, ce sont deux protocoles, vous voyez très bien, qui sont parfaitement équivalent, mais la gemcitabine cisplatine, elle est moins toxique, donc on va plutôt proposer ça en première ligne. Il faut savoir qu'on a à peu près donc, un taux de contrôle de la maladie avec la chimiothérapie en première ligne de 85%. Quand je dis contrôle, c'est-à-dire réponse complète, réponse partielle et stabilité de la maladie, qui est quand même assez intéressant. Il faut savoir que le carcinome urothélial, ça reste quand même un cancer qui est chimiosensible, donc ça, retenez-le en tête. Et puis surtout qu'on peut avoir une réponse très rapide à la chimiothérapie, contrairement à l'immunothérapie, ce qu'on verra tout à l'heure. C'est pour ça que ça reste quand même le standard en première ligne. Par contre, c'est vrai qu'on a des durées de réponse qui sont 9 mois pour la gemcitabine cisplatine et 11 mois MVAC, ce qui veut dire, c'est-à-dire que dès que vous allez arrêter la chimiothérapie, le patient il va progresser et malheureusement, on ne peut pas garder cette chimiothérapie indéfiniment et vous allez trouver dans la suite qu'on essaye de trouver des solutions pour ces malades qui sont en réponse. Et puis, les choses ont évolué. Je vous ai expliqué comment ça a évolué. Ça a évolué tout d'abord chez les patients qui sont inéligibles au sel de platine. Alors, qui sont ces patients qui sont inéligibles au sel de platine selon l'ESMO? C'est des patients qui sont plutôt EGOG 2, c'est-à-dire que ces patients qui restent en bon état général avec des signes mineurs de la maladie, qui ont une clairance qui est inférieure à 60, qui ont surtout des problèmes de toxicité auditive, mais ça, j'avoue que moi-même, et j'entendais ce matin, beaucoup de mes collègues ne font pas d'audiométrie spécialement systématiquement avant la cisplatine. Et des patients qui ont une neuropathie grade 2, c'est essentiellement les patients diabétiques. Pareil, j'avoue qu'avant la cisplatine, on ne fait pas d'EMG systématique, surtout c'est des patients qui sont asymptomatiques. Donc on décide principalement sur la clairance de la créatinine. Alors, c'est vrai que ces patients-là, jusque-là, on leur faisait de la carboplatine avec toute la controverse sur la carboplatine et surtout l'efficacité de la carboplatine. Et premier essai, donc, qui a essayé l'immunothérapie chez ces patients-là avec le pembrolizumab. Et clairement, on a une survie globale quand même qui est assez importante, surtout c'est les patients qui sont CPS supérieur à 10. Le CPS, c'est un score en fait qui calcule le PDL1. Le PDL1, puisque le pembro, c'est un anti-PDL1. Et en fait, notre confrère anatomopathologiste, il va calculer le PDL1 et sur la cellule tumorale et sur l'environnement, le micro-environnement tumoral, et il va calculer le score. C'est le rapport entre ces deux calculs-là, et c'est ce qui va faire le score CPS. Donc, quand le malade a un score CPS supérieur à 10, le pembrolizumab pourrait être une drogue assez intéressante chez ces patients-là, avec des taux de réponse quand même qui avoisinent les 50%. Je vous rappelle qu'on est chez des patients qui sont unfit pour les sels de platine. L'atezolizumab, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est une drogue à oublier dans les cancers de la vessie, que ce soit métastatique ou néoadjuvant ou adjuvant. Donc, je ne vais pas m'attarder, et puis vous êtes fatigués, je ne veux pas vous encombrer avec ça. Donc, chez les patients qui sont unfit, deux options, ou on peut faire la gemcitabine carboplatine, ou on faire le pembrolizumab. Mais retenez en tête que la chimiothérapie entraîne une réponse plus rapide, parce que l'immunothérapie, ça met du temps pour répondre. Donc des fois, quand on est face à une maladie qui va très vite, un malade qui est fatigué, on est
on est plus tenté à démarrer une chimiothérapie rapidement que de faire l'immunothérapie, avec tous les problèmes de l'accès à l'immunothérapie en plus en Tunisie. Donc, plutôt chimiothérapie première ligne chez ces patients-là. Et puis, vous regardez bien qu'on est quand même pas loin en taux de réponse, puisqu'on est à 47% avec la pembrolizumab et on est à 41% avec la gemcitabine carboplatine. Alors maintenant, je vous ai dit, une durée de réponse de 9 à 11 mois chez des patients qui répondent à la chimiothérapie. On ne peut pas maintenir la chimiothérapie indéfiniment jusqu'à progression puisqu'il y a la toxicité derrière. Alors, que faire pour ces patients-là? C'est dans ce sens-là que l'équipe GETUC avait monté l'étude Javelin. C'est l'avelumab en maintenance. On avait une réunion avec Merck ce matin là-dessus et a priori, Merck il va faire le dépôt d'AMM de l'avelumab, ça ne va pas tarder. Et donc, ça va être une drogue quand même assez intéressante pour nous. Je vous explique. En fait, ils ont randomisé des cancers, carcinomes urothéliaux de la vessie métastatique qui étaient répondeurs à une chimiothérapie première ligne. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, 4 à 6 cycles, ça pouvait être Gemzar cisplatine ou Gemzar carbo. Et en fait, ils attendaient 4 à 10 semaines, ils faisaient des scanners, et quand le malade est stable ou toujours en réponse, ils le maintenaient par l'avelumab. Ça son nom, c'est vraiment pour maintenir la réponse. Parce que ce qu'on voyait dans les autres tumeurs solides, c'est que c'est vrai que les patients qu'on mettait sous immunothérapie, ça mettait du temps à répondre en fait, mais une fois que le patient est répondeur sous immunothérapie, on avait de longues périodes de réponse. C'est-à-dire la réponse est maintenue très longtemps. D'où l'idée de cette maintenance par l'immunothérapie. Donc, les patients répondeurs étaient randomisés entre avelumab versus surveillance. Mais c'était vraiment une surveillance dans le cadre d'essais cliniques, c'est-à-dire tous les mois, et dès que les patients étaient en récidive, en fait, on faisait très précocement le diagnostic et les patients étaient rattrapés par autre chose. Et c'était avelumab jusqu'à progression. Et vous voyez clairement qu'on a un bénéfice en survie globale avec cette maintenance avec l'avelumab. On est quand même à plus de 21 mois, pratiquement 2 ans de survie globale versus surveillance, versus 14 mois pour la surveillance, qui est quand même assez intéressant. Et ce, quel que soit le sel de platine qu'on a utilisé, c'est-à-dire que les patients soient fit ou unfit pour les sels de platine, quel que soit le nombre de cycles, qu'on ait fait 4 ou 6 cycles, même si on n'a pas trop le droit de les comparer, mais si vous regardez bien, on a l'impression que 6 cycles, parce que les courbes sont un peu plus hautes, que 6 cycles ferait mieux que 4 cycles, mais ça, on le décidera, tout dépendra de la tolérance du patient et de la toxicité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire au moins 4 cycles, pas moins que 4 cycles, pas moins que de 4 cycles de chimiothérapie. Et puis surtout, c'est parce que quelle que soit la réponse, que le patient soit en réponse complète, qu'il soit en réponse partielle ou qu'il soit stable, il bénéficie de cette maintenance par l'immunothérapie. Alors, les patients qui sont en réponse complète, vous avez l'impression que les courbes se superposent, qu'il n'y a pas d'intérêt à le maintenir par l'avelumab, mais en fait, ce n'est pas ça du tout. C'est parce que les données sont assez fraîches et que, comme les patients sont en réponse complète, donc il y a une meilleure survie. Donc, certainement, ils vont vivre plus longtemps et ça sera plus compliqué pour démontrer il faut attendre plutôt plus longtemps pour démontrer un bénéfice de la maintenance par avelumab dans cette situation-là. Il faut savoir que jusque-là, on a essayé plein de combinaisons en première ligne. On a essayé de faire chimiothérapie, immunothérapie plus immunothérapie. Mais en fait, rien ne détrône la chimiothérapie de première ligne. Ça reste le standard en première ligne. Parce que surtout qu'on a besoin d'une réponse rapide, que l'immunothérapie, ça met du temps pour répondre et que la carcinome urothélial, ça n'attend pas. La seule étude qui a montré un intérêt en survie globale avec l'immunothérapie, c'est l'essai Javelin que je vous ai montré, c'est l'essai de maintenance. Et puis, il fallait attendre 2023 quand même pour avoir de nouvelles données. C'est l'essai Keynote A39, je pense que vous en avez entendu parler. C'est avec EV-Pembro versus chimiothérapie classique. Alors, c'est quoi l'EV? C'est l'enfortumab vedantin. C'est en fait un anticorps conjugué. Il y a un anticorps, c'est ce que vous voyez en vert là, antinectine 4, qui se trouve à la surface de la cellule tumorale. Et en fait, sur cet anticorps-là, il y a ces petites particules rouges qu'on appelle MMAE. C'est des particules à retenir parce qu'il va y en avoir d'autres anticorps conjugués avec cette particule-là. D'ailleurs, je pense que
il y a des essais qui viennent de sortir avec cette MMAE, il y a d'autres essais en cours. Et en fait, voilà, vous voyez, en fait, donc cette combinaison-là, elle va interner à l'intérieur de la cellule grâce à cette liaison de l'anticorps à la nectine 4. Donc, une fois à l'intérieur de la cellule, ça va libérer ces petites particules rouges qui est MMAE et ça va agir au niveau des fuseaux et ça va bloquer le cycle cellulaire. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, cet essai-là, c'était EV-Pembro versus chimiothérapie qui était au choix de l'investigateur. Donc, il y avait des fit et des infit au sel de platine. Donc, endpoint primaire, c'était PFS et survie globale. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un peu de haut appareil dans cet essai-là, mais à peu près les deux bras étaient comparables. Et clairement, on a un gain en PFS, puisqu'on est avec un hasard ratio quand même à 0,45. Donc, vous imaginez, plus de 60% des patients ont moins de risque de progresser avec la combinaison EV-Pembro, et ce, quel que soit le sous-groupe, et quel que soit le niveau de PDL-1. Et surtout, on a un gain en survie globale, donc une courbe quand même magnifique avec 0,47 d'hasard ratio. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu ça. Et d'ailleurs, moi, j'étais présente dans la salle en plénière et tout le monde s'est levé pour applaudir Tom Powell à l'époque. Et je ne sais pas si vous avez assisté une fois à une de ses communications. Il est très théâtral quand il présente. Et vous imaginez, quand il présente une courbe comme ça en survie globale dans un cancer de la vessie où on est avec la cisplatine qui date de 78, il était très fier de lui, j'avoue, et bon, il y a de quoi. Donc, comme je vous ai dit, un gain en survie globale dans les deux groupes, que ce soit éligible ou inéligible, peut-être un peu plus pour les inéligibles, aussi au sel de platine, quel que soit le sous-groupe, et surtout avec un taux de réponse qui avoisine les 70% et pratiquement 30% de réponse complète dans le bras EV-Pembro, pour des cancers de la vessie métastatiques, hein, je dis bien métastatiques, presque 30% de réponse complète. C'est-à-dire que vous faites le scanner, vous allez trouver plus rien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce groupe-là, ce qu'on reprochait un peu à Tom Powell, mais bon, c'est à en parler, à en discuter, c'est que dans le bras standard, en fait, c'était une chimiothérapie classique et il n'y avait que 30% qui ont reçu l'avelumab en maintenance. Donc, alors que c'était le bras standard, donc vous avez vu que quand même on avait une différence de pratiquement 1 an entre les deux groupes, chimiothérapie standard ou chimiothérapie maintenance. Et donc, peut-être que l'idéal, ce serait d'avoir cette combinaison-là versus chimiothérapie plus maintenance pour les bons répondeurs, pour être sûr que c'est vraiment une combinaison qui est efficace par rapport à la chimiothérapie classique. Il faut faire attention quand même aux toxicités dans cette combo-là. Et il y avait beaucoup d'arrêts de traitement. On a quand même une médiane de cycle de 12, mais on avait quand même beaucoup d'arrêts de traitement à cause de la toxicité. Deuxième essai qui a été publié dans la même année, c'était à Madrid en 2023, c'était nivolumab, qui est une autre immunothérapie, comme le Pembro, hein, c'est le même mécanisme comme pembrolizumab. C'est nivolumab plus gemcitabine cisplatine versus gemcitabine cisplatine. Mais là, à la différence de l'essai dont je viens de présenter, ils n'ont randomisé que des patients qui étaient fit pour le platine. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des patients qui ont reçu de la carboplatine. Ils avaient tous reçu de la gemcitabine cisplatine, plus ou moins nivolumab. Et après, on maintenait les patients par du nivolumab. Donc, c'est un peu l'idée de maintenir la réponse. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que dès qu'on arrête la chimiothérapie, c'est des patients qui vont vite récidiver. Et c'est à peu près les mêmes caractéristiques. Bon, ça fait un peu moins bien, mais c'est quand même deux courbes qui sont clairement différentes avec un hasard ratio de 0,78, c'est-à-dire un gain en survie assez conséquent et une diminution du risque de décès de plus de 30% dans le bras immunothérapie. Et ce, quel que soit le sous-groupe, et aussi en PFS, avec un hasard ratio à 0,72 dans cet essai-là. Et pour le taux de réponse objectif, on est à peu près à 60%. On est moins bien qu'avec le EV-Pembro, mais c'est quand même assez conséquent par rapport à la chimiothérapie. Et pratiquement, on est à 36% de réponse clinique
complète, ce qui est quand même assez intéressant. Vous imaginez des patients qui arrivent avec de grosses masses très symptomatiques. Si on arrive à les mettre en réponse, eh ben, ils vont aller mieux sur le plan symptômes. Et c'est vraiment le but du traitement systémique. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est quand même une durée de réponse qui est assez intéressante, puisque vous voyez un peu ce plateau-là, vous voyez ce plateau, c'est des patients qui restent, ceux qui répondent en fait, restent très longtemps répondeurs par rapport à la chimiothérapie seule. Et un profil de tolérance c'est très bien toléré, très peu de toxicité grade 3 dans le bras immunothérapie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si les patients progressent en deuxième ligne et au-delà? Ben, en fait, il y a des choses, mais en même temps, pas grand-chose. Et j'étais étonnée d'écouter Philippe Barthélémy ce matin qui disait que même eux, en France, ils n'ont pas beaucoup de choses. Ils ont des choses qui viennent d'avoir un accès précoce, mais qui sont encore en négociation de prix depuis des années, parce que c'est des médicaments qui sont très, très chers, avec, c'est vrai, des résultats qui ne sont pas très important. Donc, première drogue intéressante en deuxième ligne, c'est le pembrolizumab. Donc, clairement, c'est des patients qui progressent en deuxième ligne. Pembro versus toutes les chimiothérapies qu'on peut faire, toutes les sauces, à chacun sa sauce. On peut faire du Taxol, du Taxotere, du Vamfluvine, donc tout ce qu'on veut. Clairement, quand même, on a un gain à faire le pembrolizumab par rapport aux autres chimiothérapies. Il est vrai qu'en valeur absolue, ce n'est que 3 mois de gain en survie, mais c'est quand même une qualité de vie qui est beaucoup meilleure avec l'immunothérapie en deuxième ligne chez des patients qui sont quand même fatigués. Et puis, on a l'enfortumab vedotin, c'est l'EV, c'est le fameux EV qu'on voyait en combinaison avec le pembrolizumab dans l'essai de Powell. Donc, ça peut être aussi une drogue assez intéressante, mais c'est vrai que c'est très timide, avec des médianes de PFS de 5 mois, c'est-à-dire, en fait, le malade, il va progresser au bout de 3 mois. Et on a le SG, c'est plus simple de retenir SG, c'est le satizumab govitecan. C'est à peu près le même mécanisme d'action que l'enfortumab vedotin. C'est des particules en fait cytotoxiques qu'on met sur un anticorps qui va se fixer sur la cellule tumorale et qui va libérer. Donc ici, en l'occurrence, c'est le linker pour le SN38. Et c'est l'essai tropique. Tropique 04 est clairement pareil, on a une médiane de PFS de 5 mois avec le SG, mais il faut savoir que c'est une drogue qui est très toxique et c'est une drogue qui, curieusement, marcherait mieux dans les épidermoïdes, qui marche bien dans les cancers épidermoïdes. Et il y a l'erdafitinib. Il faut savoir que la mutation FEGFR existe dans 20% des cas de carcinome urothéliaux. Donc, c'est une mutation qui est assez importante dans l'AVC et les voies urinaires. C'est une mutation qui est oncogène driver, qui se trouve surtout dans le luminal A. Rappelez-vous de la classification que je vous ai montrée tout à l'heure. Et on avait des données que les mutés FEGFR bénéficieraient moins des anti-PD1, donc plutôt leur faire l'erdafitinib plutôt que l'immunothérapie, ces patients-là. 20%, c'est quand même une population assez conséquente. Donc, on avait les CETOR, cohorte 1, cohorte 2. Je vous passe les détails parce que, bon, il y aurait un petit bénéfice quand même, c'est 12 mois versus 7,1 mois. Mais c'est comme ça qu'on avance, malheureusement, en carcinologie, on grignote les mois. Donc, c'est ça, c'est pas de la chirurgie, c'est... Et vous voyez qu'en PFS, pareil, c'est 5,6 mois versus 2,7 mois. Pour vous dire qu'en deuxième ligne, on reste quand même pas très efficace et il ne faut vraiment pas rater le coach de la première ligne et il faut faire le tout pour le tout, à mon sens, en première ligne. Et c'est là qu'en fait, qu'on va essayer de gagner des mois et de gagner sur les symptômes et de gagner en survie globale. Par contre, on a des taux de réponse qui peuvent être assez importants, donc ce qui pourrait se refléter sur les symptômes du malade. Donc, je vais passer sur tout ça. En conclusion, je vous lis juste la conclusion, que ça pourrait être une drogue assez intéressante chez ces patients mutés, qu'a priori, ça ne ferait pas mieux que le pembrolizumab en deuxième ligne, donc pour les gens qui ne l'ont pas, notamment en Tunisie, donc on peut se contenter de la pembrolizumab en première ligne, avec un profil de tolérance quand même qui est assez correct et des toxicités qui sont assez manageables. Je vais passer maintenant aux tumeurs vésicales infiltrant le muscle non métastatiques, ce qui pourrait vous intéresser plus maintenant, mes amis urologues.
Donc, en gros, Dr Lormelli vous l'a dit tout à l'heure, la stratégie, il y a ou la stratégie radicale ou la stratégie de préservation, cystectomie plus ou moins chimiothérapie versus donc traitement multimodal. Je ne le dirai jamais assez, le traitement multimodal, parlez-en en RCP. Quand les patients sont, quand il y a la bonne indication, ça pourrait faire aussi bien que la chirurgie. Maintenant, la chimiothérapie périopératoire, oui, il faut la faire. Quand la faire, il faut la faire en préopératoire. Il vaut mieux la faire en néoadjuvant. Elle est à base de cisplatine, on fait au moins 4 cycles. Quand le malade peut, quand il n'y a pas assez de toxicité, on peut aller jusqu'à 6 cycles. Pour qui? Finalement, pour les patients qui sont fit, qui sont en bon état général, qui sont âgés de moins de 70 ans, mais il y a certains collègues partout dans le monde qui peuvent aller jusqu'à 80 ans. Et maintenant, je pense, se pose de plus en plus ce problème avec l'inversion de la pyramide des âges en Tunisie. On voit de plus en plus de patients très âgés qui arrivent à la consultation. Quand je dis patients âgés, c'est vraiment la définition de l'ESMO, c'est de plus de 75 ans. Donc maintenant, on en voit de plus en plus. Donc peut-être un chiffre à revoir, 70 ans, et surtout avec une clairance supérieure à 60. J'entends par là, quand vous êtes dans votre cabinet, que vous voyez arriver un patient avec une clairance qui est basse pour une tumeur infiltrante qui n'est pas métastatique, c'est un patient à ne pas adresser en chimiothérapie néoadjuvante. Par contre, si sa clairance est bonne, que sa clairance est supérieure à 60, clairance qu'on doit calculer selon la formule CKD-IP ou MDRD, pas de Cockcroft, d'accord? Donc, quand la clairance est bonne, dès qu'il y a une infiltration du muscle, il faut envoyer votre malade chez l'oncologue pour une chimiothérapie néoadjuvante. Alors, je pense que vous la connaissez tous, cette méta-analyse, on n'a plus besoin de la présenter. Donc, 11 essais, 3000 patients, et clairement, la chimiothérapie néoadjuvante, ça diminue le risque de décès. Quelle chimiothérapie faire? Je pense que vous connaissez tous les données de l'essai Vesper. Il faut faire du MVAC dose dense, ça fait mieux, en taux de réponse objective, en PFS et en survie globale. Alors, clairement, l'algorithme, on vous l'a montré tout à l'heure, Dr Lormelli, patient infit, on va l'opérer directement. Patient fit pour la cisplatine, on va l'envoyer en chimiothérapie et on va faire la cystectomie radicale après. Mais il faut dire que les choses bougent. Il y a du nouveau en néoadjuvant, ça vient de sortir. Alors, moi, quand j'ai regardé l'essai, les résultats de l'essai, je ne sais pas si je peux être contente ou pleurer, parce que bon, les choses avancent très vite et j'avoue qu'en Tunisie, on n'arrive plus à suivre. C'est l'essai Niagara, je ne sais pas si vous avez entendu parler, parce que maintenant, l'immunothérapie, vous savez, plus on la met tôt, et mieux ça marche. Et donc, on s'était dit, pourquoi ne pas la mettre en néoadjuvant, donc en préopératoire, en néoadjuvant. Donc, pour des patients qui ont quand même une clairance supérieure à 40, ils ont eu le courage d'inclure des patients qui ont des clairances entre 40 et 60. Donc, Gemzar, cisplatine, durvalumab versus Gemzar platine. Durvalumab, donc c'est une immunothérapie. Et après, les patients en fait, qui étaient dans le bras immunothérapie, ils continuaient l'immunothérapie en adjuvant. Et clairement, on va passer sur tout ça, on a une meilleure PFS avec un hazard ratio 0,68 dans le bras immunothérapie en néoadjuvant. Et ce, quel que soit le sous-groupe, hein, quel que soit qu'on ait haut appareil ou bas appareil, qu'on ait ou pas une atteinte ganglionnaire, et quel que soit le stade et quelle que soit la fonction rénale. Mais il faut savoir qu'il y a quelques enjeux à cette chimiothérapie néoadjuvante. On commençait à en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il faut proposer un traitement de rattrapage aux patients qui ont des cellules résiduelles, c'est-à-dire supérieures à PT1, à l'issue d'une chimiothérapie néoadjuvante? Est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on fait pour les patients qui sont inéligibles aux sels de platine? Est-ce qu'on a d'autres alternatives? Peut-être que l'immunothérapie va arriver en néoadjuvant comme elle est arrivée en première ligne métastatique. Donc, on peut améliorer les données de la chimiothérapie. Et puis, surtout, est-ce qu'on peut éviter la cystectomie? Surtout qu'on voit de plus en plus de YPCR. Dans l'essai Niagara, on a pratiquement 40% de YPCR, donc presque un malade sur deux qui sont en réponse histologique complète. Donc, est-ce que vraiment c'est des malades qui finalement ont bénéficié de la cystectomie? Eh ben, on n'en sait trop rien. Et donc, je pense que dans ce sens, les essais vont aller dans ce sens-là pour savoir proposer ou pas un traitement conservateur à ces malades qui sont très bons répondeurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait en post-opératoire maintenant, en adjuvant?
Eh ben, en fait, il y a eu beaucoup d'essais d'immunothérapie en adjuvant pour des patients qui sont haut risque, qui sont cisplatine éligibles ou cisplatine éligibles. On a eu des essais qui ont allé jusqu'au bout, des essais qui ne sont pas allés jusqu'au bout et des essais en cours, mais je pense que ça va venir. Alors, l'essai qui a été publié, qui a été mené à terme, cet essai-là, c'est le nivolumab en adjuvant. Ça a été publié en 2021, c'est la CheckMate 274. Alors, retenez bien les critères d'inclusion. Donc, vous voyez, c'est des patients qui ont reçu, s'ils ont reçu un traitement néoadjuvant et qui sont YPT2, YPT4A ou donc PT3 ou YPN+, ou alors c'est des PT3, PT4A ou PN+. Donc, ce sont des patients qui vont être randomisés entre surveillance ou immunothérapie en adjuvant. Donc, 1 an d'immunothérapie. Alors, je vous fais remarquer qu'ils ont inclus des YPT2. Par contre, ils ont inclus des T3. Je ne sais pas si vous avez compris la nuance, ce qui veut dire qu'une tumeur qui reste T2 infiltrante après un néoadjuvant, c'est pas une tumeur c'est une tumeur qui est quand même assez grave. Parce qu'un YPT2, ils ont inclus des YPT2. Par contre, ils n'ont pas inclus des T2, par exemple. Je ne sais pas si vous avez compris la nuance. C'est-à-dire que c'est une tumeur qui reste agressive et infiltrante malgré un traitement néoadjuvant. Et clairement, on a un avantage dans le bras nivolumab en adjuvant, et ce, en PFS et même en survie globale, et ce, quel que soit le sous-groupe et quel que soit le PDL1 et quel que soit le traitement néoadjuvant qu'ils ont ou pas reçu les patients. Mais est-ce que ça veut dire que l'immunothérapie en adjuvant va rattraper le manque, un traitement néoadjuvant non reçu? Ça reste un point d'interrogation. Mais ce qui est sûr, c'est que chez ces patients-là, quand on fait de l'adjuvant, ça améliore la survie sans progression et la survie globale. Il faut savoir qu'en France, par exemple, il a reçu un ATU, donc un accès précoce en France pour les patients donc avec une maladie résiduelle quand il y a un PDL1 supérieur ou égal à 1%. Donc, au final, vous voyez que le landscape a beaucoup changé. Donc, on a maintenant l'immunothérapie en maintenance, on a l'immunothérapie en adjuvant en association avec la gemcitabine cisplatine, et on a l'enfortumab vedotin pembrolizumab. On a maintenant l'immunothérapie en néoadjuvant, on a l'immunothérapie en adjuvant dans le cancer de la vessie. C'est vrai qu'on est resté très longtemps classique dans le cancer de la vessie, mais les choses, ces 5 dernières années, ont changé d'une façon incroyable. Et les recommandations sont désormais ainsi, mais il faut savoir que même en Europe, il y a par exemple l'enfortumab pembrolizumab, il n'a pas l'AMM partout, donc on a en première ligne, donc on a les 3 options, EV-pembro, on a la gemcitabine cisplatine nivolumab, et on a aussi la gemcitabine cisplatine maintenance par avelumab qu'il ne faut pas oublier. Et en seconde ligne, on peut faire de la chimiothérapie, on peut faire de l'immunothérapie, on peut faire les anticorps et les TKI. Pour les non-infiltrants, donc pour les infiltrants aux muscles non métastatiques, on peut proposer un traitement multimodal pour les patients bien sélectionnés. Pour les patients éligibles aux platines, on va les envoyer en chimiothérapie, en traitement systémique, maintenant on va dire néoadjuvant, que ce soit chimiothérapie ou chimiothérapie plus immunothérapie quand c'est possible. Pour les patients inéligibles aux cisplatines, on va plutôt leur proposer une chirurgie d'emblée et une immunothérapie adjuvante derrière. Mais à quel prix? Il faut savoir que c'est des médicaments qui coûtent très cher. Il faut vraiment réfléchir en économie de santé et voir un peu l'intérêt. Il faut vraiment qu'on ait de véritables essais de pharmacoéconomie en Tunisie pour savoir si vraiment on peut suivre ce rythme-là d'évolution de ce qui se passe en oncologie. Si bien pour conclure, moi je dirais toujours qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc je pense que notre salut viendra de la prévention et du tabagisme, des maladies professionnelles, les pesticides, le dépistage des syndromes de Lynch pour les tumeurs excrétrices, et puis surtout de voir un peu s'il y a des marqueurs prédictifs. Parce que vous comprenez, avec l'immunothérapie, on a à peu près 20% de réponses. C'est-à-dire qu'il y a des malades qui vont, à peu près le tiers des malades qui ne vont pas du tout répondre dès le début. Vous avez des courbes très souvent qui se collent au départ, mais on n'arrive pas à identifier
quel genre de malade va répondre dès le départ et quel genre de malade va être réfractaire d'emblée. Et même le PDL1, qui est, par exemple, qui nous aide beaucoup dans le cancer du poumon, eh ben, dans le cancer de la vessie, ça ne nous aide pas du tout. Et on ne sait pas du tout lesquels des malades répondent à ces thérapies qui sont très très chères. Et puis il faut savoir qu'il y a aussi, qui est en train de se développer le concept de la maladie moléculaire résiduelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'essais qui sont en train de se faire sur le DNA tumoral circulant. Il y a des essais qui proposent de l'immunothérapie en adjuvant que s'il y a du DNA circulant en post-opératoire. Et vous voyez un peu ces courbes avec l'athéso versus observation. Donc, c'est justement, je pense que un peu c'est le problème de tout le monde, c'est de minimiser le coût et vraiment de traiter à la carte. Et puis, il y a des essais aussi en cours, en fonction de la biologie moléculaire, en fonction de l'ADN circulant, pour savoir un peu à qui proposer ces thérapies innovantes vraiment à la carte pour ne pas perdre beaucoup d'argent finalement. Et je pense que c'était ma dernière diapo. Je vous remercie. Merci, professeur Ayedi, pour ce tour de la question. Donc, on voit bien que la chimiothérapie et les traitements systémiques des tumeurs vésicales, c'est en train de changer. Il y a de nouvelles molécules, de nouveaux protocoles, l'immunothérapie. C'est un domaine qui est en train d'évoluer et beaucoup plus que qu'on ne le pense de prime abord. Je pense que nous avons quelques questions. Merci, professeur Ayedi, pour cette excellente présentation. J'ai juste une question. Lorsque vous avez présenté la chimiothérapie en matière de tumeurs vésicales infiltrant le muscle TVIM métastatique et non métastatique, vous avez parlé de la MVAC et du Gemzar cisplatin. Ce que j'ai remarqué que pour la survie globale et en matière et en PFS, les résultats étaient meilleurs avec la MVAC, mieux qu'avec la cisplatine Gemzar. En situation métastatique? Oui, même en situation non métastatique. En fait, oui. Attendez. En situation non métastatique, en néoadjuvant, on est bien d'accord, on fait du MVAC dose dense. D'accord. Les résultats sont meilleurs. En PCR, en survie globale et en survie sans progression. Ça, c'est les données du VESPER. En situation métastatique, c'est différent. En situation métastatique, on fait pareil en PFS et en survie globale. MVAC versus gemcitabine cisplatine. Mais il est vrai que pour quelques patients très sélectionnés, des patients qui sont jeunes, qui ont des métastases viscérales, qui ont des maladies rapidement progressives et qui vont bien, surtout sur le plan général, on peut des fois proposer du MVAC dose dense parce qu'en fait, il s'avère qu'il y a un taux de réponse qui est meilleur avec le MVAC dose dense. Et puis, ce qui sort surtout dans les essais, c'est qu'on a une durée de réponse qui est plus lent avec le MVAC dose dense en situation métastatique, même si ça n'a pas de répercussions sur un PFS et en survie globale. Mais ça reste quand même un protocole qui est assez toxique et on le garde vraiment pour un pouls de malades, très peu de malades qui sont très jeunes, qui sont en bon état général, qui ont une maladie très évolutive et chez qui on a envie de faire plus. Mais après, avec l'avènement maintenant de l'immunothérapie, on se demande vraiment l'intérêt de cette MVAC dose dense en situation métastatique. Je regardais les chiffres ce matin. En fait, en France, ils ont à peu près, en situation métastatique, 3% de MVAC dose dense. Pour vous dire que ça reste quand même vraiment une petite niche de patients très, très sélectionnés. Voilà. En Tunisie, j'ai remarqué que plusieurs carcinologues utilisent surtout la cisplatine Gemzar. Est-ce que vous avez une explication? En situation néoadjuvante? Oui. Non, pas du tout. Enfin, je ne sais pas, vous travaillez avec quel oncologue? Non, à Sfax. À Sfax? Au CHU de Sfax? Oui. Ben, en fait, le standard, c'est le MVAC dose dense. C'est le MVAC dose dense. On ne fait pas de gemcitabine cisplatine, mais vraiment, sauf si vraiment les patients sont fragilisés. Et même Philippe Barthélémy, ce matin, il disait que lui, il allait jusqu'à 80 ans pour le MVAC dose dense. Il n'y a pas de raison pour faire de la gemcitabine cisplatine, franchement. Il y a quelques questions, je pense. Merci, Dr Ayedi, pour votre claire présentation. J'ai une question plutôt d'ordre pratique. Lorsqu'on est confronté à un patient qui a une tumeur vésicale, elle est localisée et on doit donc faire la chimiothérapie néoadjuvante. J'ai l'impression que le micro ne marche pas, non? Ah, vous m'entendez maintenant? Oui. Ah, si au fond de la salle, vous entendez?
Oui, parfait. Bon. Parfois, on se trouve confronté à un patient avec une tumeur vésicale, donc localisée. On doit commencer la chimiothérapie néoadjuvante. Et chez ce patient, on a une insuffisance rénale par une dilatation d'un côté. Donc on s'est dit on va mettre une néphrostomie et on attend l'amélioration de la fonction rénale. Et parfois ça ne s'améliore pas. Donc normalement on a perdu un peu de temps. Donc chez ces patients, vous conseillez de faire directement la cystectomie. Il ne faut pas attendre donc, la néphrostomie. Ça dépend, on attend combien de temps? Vous savez, ça va très vite, un carcinome urothélial, on ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps. Hein. Donc oui, si on arrive à améliorer rapidement la fonction rénale, oui, on peut y aller pour une chimiothérapie néoadjuvante, mais il ne faut pas aussi attendre trop longtemps. Donc il faut faire la cystectomie et puis on peut passer à l'adjuvant. De toutes les façons, vous savez, le nivolumab en adjuvant, ça marche, hein, même quand le patient n'a pas reçu de néoadjuvant, on a une amélioration de la survie globale. À ce moment-là, on se dit, oui, on opère le patient et on proposera de l'immunothérapie en adjuvant après. D'accord, merci. Oui, j'ai une question par rapport à la stratégie néoadjuvante. Donc, vous avez parlé à la fin des marqueurs de chimio-résistance ou de non-réponse à la chimiothérapie. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faut une approche personnalisée? Je ne sais pas si on dispose de ces marqueurs en Tunisie et où est-ce qu'on continue à faire de la chimiothérapie pour tout le monde, néoadjuvante pour tout le monde et puis on dit. En fait, partout dans le monde, on fait du néoadjuvant pour tout le monde. Ce sont des marqueurs plutôt pour l'immunothérapie et c'est surtout pour l'adjuvant. Donc, on néoadjuvant pour le moment, on le fait pour tout le monde. Et il ne faut pas oublier, je le redis encore, le carcinome urothélial, ça reste quand même une maladie qui est très chimiosensible. Et avec le MVAC d'Osdins, on est quand même à plus de 60% de réponse. Et on est à peu près à 30%, je vais dire 25-30% de Y en réponse complète. Donc, pour le moment, c'est chimiothérapie néoadjuvante pour tout le monde. Il n'y a pas de marqueur. Merci, professeur Mouna Ayedi. Moi, j'ai une question pour ouvrir les horizons. Des fois, on est confronté à des tumeurs qui n'infiltrent pas le muscle, mais qui sont de très hauts risques, qui sont très agressives, où il faut indiquer une cystectomie. Peut-on discuter, peut-être qu'il arrivera un jour, éventuelle chimio néoadjuvante, c'est-à-dire pour les non-infiltrant le muscle? Oui, à très haut risque, qui ne répond pas à la BCG-thérapie, et on sait qu'il faut indiquer la cystectomie. Est-ce que éventuellement, on peut attendre le temps de la chimio, l'immuno, et faire la cystectomie après? Je sais qu'il n'y a pas de réponse claire, il n'y a pas de recommandation claire. En fait, on commence à avoir quelques réponses dans la littérature avec l'immunothérapie. Notamment, il y a des essais avec le pembrolizumab en systémique pour ces patients-là, pour éviter la cystectomie, mais pas de chimiothérapie pour le moment. Par contre, l'immunothérapie, oui. On commence à avoir quelques données qui arrivent. Oui. Quelle molécule? Le pembrolizumab. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Voilà, on a une question là-bas. Et puis, donc, question ici, question là-bas. Une autre question? Merci. Dans le cas de carcinome urotélio mixte, par exemple, le carcinome urothélial associé à un épidermoïde majoritaire, est-ce qu'on considère comme toujours un carcinome urothélial? C'est un épidermoïde majoritaire. Oui. Donc, c'est pas chimiosensible. Donc, c'est pas chimiosensible, il faut l'opérer. Deuxième question, dans l'étude Niagara, pourquoi ils ont opté pour la gemcitabine cisplatine alors que le standard of care, c'était le MVAC? C'était une des reproches à cette étude Niagara. Mais il faut savoir, vous savez, c'est des données c'est des essais qui ont démarré en même temps que l'essai Vesper. Donc à l'époque, on avait le choix à faire ceci, faire ou MVAC ou Gemzar cisplatine. Et on n'avait pas les données de supériorité du MVAC d'Osdins versus gemcitabine cisplatine. Mais c'est une très bonne réponse, une très bonne question. Alors, merci, docteur Ayedi. Ma question est concernant le protocole MVAC d'Osdins. Quelles sont les principales différences entre le protocole classique MVAC et pourquoi on a opté pour le d'Osdins pour traiter pour la chimiothérapie néoadjuvante? Quelles sont les différences? Mais en fait, c'est une différence de dose. C'est pas les mêmes doses. Et puis, on fait tout en une journée avec le MVAC d'Osdins.
Et donc, en fait, c'est un problème de dose-intensité. On a plus de chimiothérapie dans un petit laps de temps. Donc, c'est peut-être pour ça que plus de concentration, je veux dire. Donc, c'est des drogues qui vont être... si tu veux, la tumeur, elle va être au contact avec de plus grosses doses de chimiothérapie dans un temps qui est moindre. Alors qu'avec le MVAC classique, ça va être étalé sur un J1, un J8, un J21. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. D'accord? Donc, c'est vraiment une différence en dose-intensité. Donc, votre tumeur, elle va être au contact avec plus de chimiothérapie en moins de temps. Donc, forcément, plus de réponses. Et donc, c'est pour ça que c'est plus toxique d'ailleurs. Il faut savoir le gérer. Il faut mettre des facteurs de croissance systématiques. Et il faut surtout bien manager les problèmes du cisplatine et de l'hydratation pour ne pas altérer les reins. Merci, Dr Aïedi. Je vais un peu virer des questions scientifiques, purement scientifiques et statistiques. C'est une question purement d'ordre pratique. Je l'attendais. Oui. Donc, concrètement, pour nous, par exemple, dans notre hôpital à Habib Thémer, on a l'accès à l'immunomarquage par PD-L1. Donc, en quelques jours, si on demande à l'anatomopathologiste. Donc, est-ce que vous nous encouragez, pour des patients qui ont une couverture sociale, qui ont une maladie métastatique, qui ont un PD-L1 qui ont de plus de 10%, est-ce que vous nous encouragez à les adresser pour faire leur immunothérapie? En fait, le PD-L1 en matière de cancer de la vessie, ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt, enfin le seul, entre guillemets, on n'en sait pas trop, c'est pour les infites, quand on veut commencer par une immunothérapie. Mais finalement, entre Pembro, Gemzar Carbo, ça fait pratiquement la même réponse. Et puis surtout, avec la chimiothérapie, tu as une réponse plus rapide qu'avec l'immunothérapie. Donc moi, personnellement, je préfère faire du Gemzar Carbo que faire de l'immunothérapie parce que ça reste chimiosensible et parce qu'on va obtenir une réponse rapide. Après, le deuxième intérêt du PD-L1, c'est en situation adjuvante parce que, en fait, ça a un intérêt pour les PD-L1 supérieurs ou égal à 1%. Mais bon, après, ça reste pour les 0%. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas du tout de PD-L1 pour ne pas faire du nivolumab en adjuvant. Donc, pour le moment, au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas vraiment d'intérêt à faire le PD-L1 en dehors de ces deux situations-là. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Pas d'autres questions. Sur Zoom, je n'ai pas de questions. Personne n'a levé la main. Est-ce qu'on a des questions sur le chat YouTube? Alors, moi, j'ai juste une dernière question, ou plutôt une interrogation. Elle est difficile, cette question. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Quelles sont les molécules qui sont actuellement disponibles en Tunisie? Quelles sont les molécules sur lesquelles on a une visibilité? On sait que ça va être probablement très vite disponible en Tunisie l'année prochaine ou celle d'après. Et parmi toutes ces panels de molécules, s'il fallait batailler et en choisir une ou deux pour les faire rentrer en Tunisie, lesquelles seraient les plus prometteuses et sur lesquelles on devrait axer notre stratégie de santé, vu que nos moyens, il faudra bien choisir, vu le prix de ces molécules? Oui, alors c'est une excellente question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes à la consultation, ce que vous allez dire à votre patient, c'est que, je parle bien des métastatiques, hein. On va commencer par les métastatiques. Vous allez dire à votre patient, sous d'autres cieux, hein, on va en revenir en Tunisie, vous allez dire à votre patient, vous allez recevoir de la chimiothérapie et très probablement de l'immunothérapie derrière. L'immunothérapie, il va la recevoir certainement, que ce soit en maintenance ou que ce soit en deuxième ligne. C'est-à-dire, s'il va être en réponse au bout de 3 mois après la fin de la chimiothérapie, on va le mettre sous avelumab tous les 15 jours en maintenance. S'il ne va pas être en réponse, s'il va être en progression après la chimiothérapie, on va le mettre sous pembrolizumab en deuxième ligne. Donc finalement, il faut qu'on ait une immunothérapie, d'accord? Parce que le patient, il va recevoir finalement cette immunothérapie. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les molécules d'immunothérapie, dans la littérature, elles entraînent à peu près 20% de réponse. Elles sont toutes à peu près équivalentes. Ce que l'on sait, c'est que les patients qui arrivent en deuxième ligne après une chimiothérapie seule, c'est moins que la moitié des patients.
D'accord? Alors que les patients qui arrivent en deuxième ligne, après par exemple immunothérapie en maintenance, c'est pratiquement 70% des patients. Et c'est même plus que 70% des patients. Et ce qu'on nous expliquait, c'est que les patients qui sont sous maintenance, en fait, on les voyait toutes les 2 semaines pour leur maintenance. Donc, c'est des patients chez qui on détecte les récidives très rapidement. Et donc, c'est des patients chez qui on intervient rapidement pour la deuxième ligne, donc avant qu'ils soient symptomatiques, avant qu'ils n'altèrent leur état général. Donc, je pense que, j'avoue que la molécule en maintenance, la Velumab en maintenance, ça pourrait être une bonne alternative, une bonne option pour nous. Et puis, surtout que c'est une molécule qui est moins cher que le niveau, qui est moins cher que le pembrolizumab, mais qui est assez cher quand même. Hein. Je pense que la cure, c'est aux alentours, ça revient aux alentours de 500 fois 4, 2000, 3000 euros quand même. Mais ça reste quand même plus accessible. Donc déjà, je pense qu'il faut y penser à la maintenance après chimiothérapie pour les patients répondeurs. Il faut penser à une molécule en deuxième ligne pour les patients non répondeurs, parce qu'il est vrai qu'avec le Pembro, quand même en deuxième ligne, on améliore la survie. Nous, dans notre pratique quotidienne, je peux vous assurer qu'on a des patients qui sont sous pembrolizumab 1 an, plus d'1 an. J'ai même des patients qui ont dépassé 1 an de pembrolizumab. Donc, c'est une molécule assez intéressante. Après, c'est vrai que maintenant, pour le Durva en néoadjuvant, c'est vrai, comme a dit notre jeune collègue, est-ce que ça fait mieux que le MVAC d'Osdins? On n'en sait rien. Pour le moment, on peut se contenter de notre MVAC d'Osdins. Après tout, on a de très bons résultats avec. On a des réponses histologiques complètes. On a des réponses, on a des lents survivants. Donc, pour le moment, wait and see. Après tout, c'est un essai qui vient de sortir. Donc, on attendra. Merci beaucoup pour cette magnifique conférence et pour toute cette discussion. Je pense que c'est un cours qui va être très vu sur YouTube. Je pense qu'on peut clore cette session, sauf s'il y a une question. J'ai une remarque. Allez, allez-y. C'est juste concernant l'immunothérapie. Sur les dernières années, on a l'impression que c'est miraculeux le traitement par immunothérapie. Mais j'ai entendu aussi qu'il y a un problème de toxicité concernant ces traitements qui pose un problème, que ce soit par leurs effets secondaires qui peuvent apparaître à n'importe quel moment, le type des effets secondaires qu'on peut pas gérer, puisque ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut apparaître à n'importe quel délai de l'instauration du traitement, à 2 ans, à 3 ans. Et aussi, il y a aussi le problème actuellement dans l'objectif de le mettre en néoadjuvant. La fonction rénale toujours pose problème avec l'immunothérapie. On ne peut pas l'introduire si la clairance est inférieure à 40, si je me rappelle. Donc, ce n'est pas vraiment le traitement miraculeux voilà. Bon, j'entends pas bien, mais je pense que je dois te répondre sur la toxicité de l'immunothérapie, c'est ça? Donc, je commence par la deuxième question, donc c'est plus simple. Pour l'immunothérapie, ce n'est pas des médicaments qui sont néphrotoxiques. Donc, ça ne pose pas de problème. Avec la clairance, on n'a pas de problème. D'accord? Donc, dans l'essai, je pense qu'ils ont pris clairance supérieure à 40, c'est par rapport à la cisplatine. Donc, ça, c'est la deuxième question. Pour la première question, c'est vrai que l'immunothérapie, quand ça marche très, très bien. Quand il n'y a pas de problème, c'est magnifique. Les malades sont contents et nous, on est contents. Mais quand il y a un pépin, c'est catastrophique, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tout et n'importe quoi. Et puis surtout, quand on commençait à utiliser l'immunothérapie, en fait, tout le monde était un peu dans l'expérience, entre guillemets, parce qu'on ne savait pas trop, ça touchait tous les systèmes, ça a commencé par la thyroïde, ça pouvait être... le cerveau, ça peut être dermatologique aussi. L'hypophysite, la thyroïdite, la myocardite, la myosite. Donc, vraiment, on peut avoir de tout, mais on en voit de tout avec la colite. Donc, mais
c'est vrai que maintenant, avec l'expérience, je pense qu'on arrive mieux à gérer et on arrive mieux à les détecter très tôt. Et on a de moins en moins de tox très graves. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on perd rarement des malades avec l'immunothérapie. Ça arrive, hein, des toxicités fulgurantes qu'on n'arrive pas à gérer. Et puis, il faut revenir un peu à l'histoire de l'immunothérapie, parce qu'au départ, on disait qu'il ne faut pas donner les corticoïdes avec l'immunothérapie. Or, finalement, tous les problèmes qui font sous immunothérapie, il n'y a que la corticothérapie qui marche. Donc, vous imaginez, vous avez des patients qui avaient des hypophysites, vous avez des patients qui avaient des colites, des myocardites, des myosites et tout ça, et on les regardait et on ne savait pas trop quoi faire, et on nous disait pas de corticothérapie. Alors que le seul traitement, c'est la corticothérapie. Et maintenant, en fait, on est un peu revenu là-dessus et on peut donner la corticothérapie, et même en cours de perfusion. Parce que je ne vous raconte pas les soucis qu'on a en cours de perfusion. Des fois, vous avez des frissons, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Des fois, vous avez des pics à 39, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Des fois, vous avez des hypotensions. Et finalement, il faut juste arrêter, mettre des corticoïdes et les détecter à temps. Donc là, je pense que les choses commencent à aller mieux et on commence à gérer mieux les problèmes de toxicité de l'immunothérapie. Et je vous rappelle que dans les CHU, quand on a commencé, en France et ailleurs, en Europe et aux États-Unis, nous en Tunisie, j'avoue qu'on a appris un peu sur le tas, hein. Ils ont dû faire la formation de tout leur personnel de réa. Ils ont dû faire des RCP, ce qu'ils appellent RCP d'immunotox. Ils ont dû rapporter toutes les toxicités, de centraliser toutes les toxicités pour comprendre un peu ce qui se passe. Parce que vous imaginez que quand le système immunitaire s'emballe, ça peut faire tout et n'importe quoi. Donc, mais c'est vrai que maintenant, on commence à gérer mieux, on commence à connaître un peu... à bien connaître les toxicités et agir en conséquence. Mais c'est vrai que moi-même, j'en ai vu de tout, hein. J'en ai vu des hypophysites, les hypocortisolémies. Vous avez des patients qui arrivent mais fatigués, qui ne peuvent pas faire de pas. Au départ, on ne comprenait pas ce que c'est. Mais en fait, il suffit de faire une cortisolémie à 8 heures. Vous allez trouver une cortisolémie effondrée. Vous les mettez un comprimé de Cortef et le patient est transformé. On a des stéroïdies. On a des problèmes coronariens chez les personnes âgées, des myocardites, on a des problèmes articulaires avec des arthrites, avec des rhumatismes articulaires, qu'on arrive plus ou moins à gérer avec la corticothérapie. C'est vrai qu'on a de la toxicité, ce n'est pas des médicaments qui sont anodins, mais que j'avoue qu'ils sont de plus en plus manageables et gérables. Merci beaucoup, professeur Aedi, pour cet exposé magnifique. يعطيهم الصحة الناس الكل. Donc juste pour dire عندي deux choses à dire. الحاجة الأولى on va faire une photo ensemble بعد كي كملنا الكور كوليج. الحاجة الثانية وهي أهم سي كو الباوزا عملت كونفونسيون avec le British Journal of Urology. Donc تدخلوا في الباوزا on fait une inscription هما directement le mail sera envoyé وكيك on peut faire معناتها même حتى يفول discount à la publication. Donc pour le moment l'accès c'est gratuit, jusqu'à après donc profitez. Et puis une dernière chose, est-ce que vous êtes tous sur la page du collège, même les nouveaux? Ceux qui ne sont pas sur la page du collège, parce que je viens de faire le compte, on n'y est pas. Ceux qui ne sont pas sur la page du collège, surtout les résidents de première année, inscrivez-vous, comme ça vous aurez les dates des prochains cours. Qui n'est pas sur la page Facebook du Collège national d'urologie? Je cours sur la page. Tout le monde est sur la page. Alors, il y a 4 ou 5 qui manquent. Donc, rentrez Facebook, Collège national d'urologie, et demandez votre adhésion. Comme ça, on vous ajoute. Et je pense qu'on peut clôturer la session.